Je ne vais pas vous le cacher, d'ailleurs vous le savez déjà, le pétrole est devenu l'axe du mal des marchés financiers et de l'économie mondiale. On ne peut plus rien faire, plus rien dire, plus rien envisager si ça ne passe pas par le prix du baril. Tous les experts en investissement sont devenus des experts du détroit d'Ormuz et du forage pétrolier, et plus personne ne parie 2 balles en bourse sans avoir fait une analyse approfondie de la stratégie militaire de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou. Pour autant qu'il y ait une autre stratégie que celle inspirée par les meilleurs moments des guignols de l'info et du commandant Sylvestre avec la fameuse méthode qui était, je cite, la méthode du « on va tout péter ». Trump l'a encore répété vendredi, il ne veut pas de cessez-le-feu parce qu'on ne demande pas un cessez-le-feu quand on est en train d'oblitérer l'adversaire. Oblitérer, rien que ça. Il faut reconnaître que les mots de la communication de la Maison-Blanche sont délicatement choisis comme d'habitude. Bref, en résumé, la semaine se termine au plus mal et au fond du bac. Le Russell 2000 est entré en zone de correction, le Nasdaq n'en est plus très loin et la moyenne mobile des 200 jours sur le Nasdaq, le S&P et le Dow Jones ont été littéralement oblitérés. Là aussi, le marché est en grande difficulté et je peux vous dire que le sentiment est soudainement extrêmement négatif. Pourtant, on a tous bien compris qu'à la première bonne nouvelle, nous sommes parfaitement capables de tourner la veste et de repartir à la hausse comme un missile patriote en phase de décollage. La vision est à court terme et la vision ne dépend plus que du cours du brut et donc d'une résolution d'un conflit rapide en Iran. Ce qui a quand même l'air assez mal engagé à l'heure où je vous parle. Bienvenue donc dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 21 mars 2026 et bonne nouvelle, c'est le printemps, ça fait au moins une bonne nouvelle. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Les marchés terminent donc la semaine en baisse pour la 4e semaine consécutive. Le WTI est à 98,32 et le Brent est à 112 $. Certains analystes commencent à dire que l'on pourrait facilement vivre avec un baril à 100 $ finalement et que l'impact sur l'inflation ne serait que de 0,7% à 1%. Ce que j'adore dans ce calcul, c'est que c'est surtout un calcul théorique. Un calcul théorique qui permet de donner l'état de santé d'une région, d'un pays ou d'une zone. La zone euro, par exemple. Selon les avis de ces analystes bardés de diplômes, une hausse de 1% de l'inflation de la zone euro ne serait qu'une information pour la zone euro en question. Pour le consommateur, c'est une autre histoire. La zone euro, elle s'en fout, elle vit à crédit sur les impôts des consommateurs qui ont leur plein d'essence qui a pris 15%, pendant que leur salaire réel diminue de 3 à 4% à cause de la hausse des taxes de la dite zone euro. Après, j'étais sur place devant le Parlement européen à Bruxelles jeudi soir. On voit effectivement que ça se passe plutôt pas mal au niveau architecture et investissement immobilier pour la zone euro. Bon, je vais arrêter 2 secondes à dire n'importe quoi parce que c'était juste pour dire que le pétrole qui monte, selon les experts, c'est pas si grave. Toujours est-il que l'on continue de se dire que ça va bien se passer dans les restaurants étoilés Michelin, mais on pense pas trop au consommateur. En même temps, le consommateur, c'est lui le moteur de la croissance. Mais là, tout de suite, ça n'est pas la préoccupation principale des marchés. Non, la seule chose qui intéresse les marchés, c'est le cours du baril. Ça monte, on panique et on parle de récession et ou de stagflation. Ça baisse, on parle de bull market, de rebond, de croissance et d'intelligence artificielle qui est tellement cool. Et cerise sur le gâteau, de fin de la guerre. Jamais les marchés n'ont été aussi binaires. Si on résume la semaine du baril, on se souviendra qu'en début de semaine, on était content parce que tout le monde ouvrait ses réserves stratégiques pour compenser le détroit d'Ormuz. Après, on a compris que c'était pas une solution parce que les barils étaient déjà produits et que ça n'était qu'un pansement sur une fracture ouverte. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on s'est reconcentré sur le détroit d'Ormuz et sur les mots de Trump ou de Netanyahou. Trump s'est fâché, encore une fois, avec le reste du monde parce que personne ne veut l'aider à sécuriser le détroit d'Ormuz. Bibi, lui, il a annoncé que les capacités nucléaires iraniennes avaient été réduites à 0. Et puis, aux dernières nouvelles, Trump veut débarquer sur Kharg Island et oblitérer ce qui reste de l'Iran. Bref, il y a clairement à boire et à manger. Mais pour nous, fiers investisseurs et suppôts de la macro liée au pétrole, la seule chose qui compte, c'est l'ouverture du détroit d'Ormuz avec feux d'artifice et fanfares, pendant que les gardiens de la révolution sont en train de rendre les armes devant Trump, un genou à terre, tel Vercingétorix. Je pourrais donc vous parler du baril, du pétrole et des conséquences sur l'économie pendant 2 heures, mais il suffit que la guerre se termine lundi matin pour que tout ce que je vous aurais raconté ne serve plus à rien. Toujours est-il que
cette semaine aurait été rythmée par toutes ces histoires autour du pétrole, du gaz et de nos besoins en énergie qui restent l'axe principal de la crainte des marchés. Pétrole qui monte égale inflation qui progresse, et qui dit inflation qui progresse, avec en plus une croissance qui cale parce que le baril est trop cher, dit banques centrales qui sont dans la merde. Bref, on va parler d'autre chose que du pétrole, mais avant, faisons rapidement un résumé de tout ce qui vient de se passer. Ça n'est que du passé, mais on pourra toujours en parler à l'apéro pendant quelques heures, le temps que Trump sorte un nouveau post sur les réseaux qui va forcément changer toute la mentalité globale. Le 13 mars, l'Iran autorise un tanker turc à passer le détroit, un seul, comme pour narguer la planète entière, 2 gaziers indiens et un tanker saoudien d'1 million de barils obtiennent aussi une permission spéciale. Le Brent toujours scotché au-dessus des 94 $. Les traders sont pas convaincus. Le 16 mars, un tanker pakistanais passe avec bénédiction iranienne. L'Iran gère son détroit comme un club VIP. Les amis passent, les autres non. Le 17 et le 18 mars, l'Iran menace de s'attaquer aux infrastructures énergétiques de toute la région. Le Brent grimpe à 108,78. Le 18 mars, c'est plus 5,80 en une seule journée. Goldman Sachs commence à revoir ses objectifs en tremblant et en transpirant. Le 19 mars, Israël frappe un champ de South Pars, la plus grande réserve de gaz naturel du monde. L'Iran riposte sur Ras Laffan, au Qatar, la plus grande installation GNL de la planète. Qatar Energy annonce que les attaques de missiles ont réduit les capacités d'export de GNL de 17% et qu'il faudra peut-être 5 ans pour réparer. Déjà après 5 semaines on est mal, mais 5 ans. Le Brent dépasse 113 $. Trump dit qu'il ne savait rien de la frappe israélienne. Les sources disent le contraire. La transparence, toujours la transparence. Le 20 mars, l'Irak déclare la force majeure sur tous ses champs pétroliers opérés par des compagnies étrangères. Des drones frappent 2 raffineries au Koweït. Le Brent clôture à 112,19. Le WTI est à 98,32. Des officiels saoudiens préviennent que les prix pourraient dépasser, tenez-vous bien, 180 $ le baril si les perturbations durent jusqu'à fin avril. Fin avril, c'est demain. Mais Netanyahou estime que la guerre sera bien plus courte, que les gens s'y attendent. On a bien vu Gaza et c'est même pas vraiment terminé. City relève son objectif à 120 $ à court terme, avec un scénario haussier à 150 $. Belle journée de vendredi, mais pour les pessimistes uniquement. Et avant de terminer la semaine, on a un gros repli sur le Brent parce que Trump tweet qu'il envisage de terminer les opérations militaires. Les marchés y croient 2 heures. Et puis ensuite, il parle d'oblitérer l'Iran et des officiels confirment en parallèle l'envoi de milliers de soldats supplémentaires dans la région. On parle des Marines et on parle d'opérations au sol sur l'île de Kharg. Les marchés reprennent leurs esprits et leurs pertes. Quelle semaine, mes amis, quelle semaine, on ne s'en lasse pas. La volatilité a donc fait un top à 29,28, mais on est encore loin des 35,30 du 9 mars. L'indice Greed and Fear est toujours en zone extreme fear, autrement dit, on va tous mourir et Nvidia ne vaudra plus rien. L'autre sujet de la semaine, mis à part le pétrole, la guerre et Trump, c'était bien sûr les banques centrales. Alors du côté des banques centrales, les Australiens ont monté leur taux pour lutter contre l'inflation et le reste du monde n'a rien fait. La BNS est restée immobile, tout comme le Japon et l'Europe. À la seule différence, c'est que l'Europe s'est montrée un petit peu plus dure dans son discours, un discours qui est digne d'un grand écart niveau olympique. En résumé, la BCE est coincée, littéralement, prise en étau entre 2 ennemis qui s'excluent mutuellement. Une inflation qui repart à la hausse, donc qui amène à une logique de monter les taux, et une croissance qui s'effondre, et donc qui amène à une logique de baisser les taux. Résultat, elle ne fait rien, et elle appelle ça une décision. La BCE reconnaît que la guerre au Moyen-Orient crée des risques à la hausse pour l'inflation, brillantissime, et à la baisse pour la croissance. Là aussi, brillantissime. C'est la définition clinique de la stagflation. Mais le mot n'est jamais prononcé dans le texte. Il plane sur chaque ligne comme un spectre qu'on refuse de nommer, un peu comme Voldemort dans Harry Potter. La BCE précise elle-même, avec une honnêteté rare, ça faut quand même le signaler, que ces nouvelles projections intègrent des données jusqu'au 11 mars seulement. Or, le 19 mars, jour de la décision, le Qatar est bombardé, le Brent est à 113, autrement dit, la BCE publie des chiffres qu'elle sait déjà dépasser le jour même où elle les publie. C'est un aveu de visibilité quasi nulle. Une croissance de 0,9% pour 2026, révisée à la baisse, c'est le chiffre qu'on glisse discrètement entre 2 paragraphes sur l'inflation en espérant que personne n'y fasse trop attention. Et c'est pourtant le signal le plus grave du document. L'Europe entre dans une année de quasi-stagnation sous un choc pétrolier. Et puis alors la petite phrase du communiqué de presse qui fait rire, ou en tout cas sourire, le Conseil des gouverneurs ne s'engage pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière. Donc si on devait traduire ça, ça veut dire on n'a aucune espèce d'idée.
C'est la formule passe-partout des banquiers centraux qui ont perdu la boussole, mais qui doivent quand même parler 45 minutes en conférence de presse. Et on l'a vu dans le Morning Bull Live de mercredi soir, c'est le cas de la Fed également. La BCE se rassure, bien sûr, en citant le faible chômage et la solidité des bilans privés. C'est vrai, mais ces arguments étaient valides quand le pétrole passait les $70. Mais quand il passe de $70 à 113 en 3 semaines, la vraie question est donc combien de temps ces amortisseurs tiendront-ils sous un choc énergétique de cette ampleur? En conclusion, la BCE est en mode wait and see dans un monde qui ne peut plus se permettre d'attendre. Elle a fait le bon choix tactique à court terme, ne rien faire face à une incertitude maximale, mais chaque semaine qui passe sans visibilité sur Hormuz, c'est une semaine de plus où l'Europe subit un impôt invisible, le prix de l'énergie, sans qu'aucune banque centrale au monde ne puisse y faire quoi que ce soit. Le vrai outil contre un choc d'offres pétrolier, c'est pas les taux d'intérêt, c'est la diplomatie. Et ça, sauf erreur, c'est pas dans le mandat de la BCE, ni dans celui de la Fed d'ailleurs, et encore moins dans celui de la BNS. On l'a vu, lu et entendu, les banques centrales qui sont notre soutien économique et financier depuis la crise des subprimes, c'est quand même elles qui ont inventé l'hélicoptère money, le Fed put, le bazooka de Draghi, et j'en passe et des meilleurs, se retrouvent donc coincés dans l'ornière du détroit d'Ormuz avec les pieds et les poings liés. Et ça ne sent pas super bon, cette impuissance. Mercredi soir, vous vous souvenez, la Fed n'a rien fait non plus. Même diagnostic que la BCE. Conclusion, on ne bouge pas, mais le contexte américain est radicalement différent, et c'est là que ça devient intéressant. Powell projette une croissance de PIB réelle à 2,4% cette année et 2,3% l'an prochain, légèrement supérieure aux projections du mois de décembre, pendant que la BCE, elle, annonce 0,9%, la Fed parle de 2,4%. C'est le même choc pétrolier, le même détroit d'Ormuz, la même guerre. Mais les États-Unis sont le plus grand producteur de pétrole du monde, et ça change absolument tout. L'Europe importe son énergie, l'Amérique, elle la vend. C'est d'ailleurs l'élément le plus explosif du texte, glissé discrètement. L'inflation corps PCE est à 3%, des chiffres élevés qui reflètent largement l'inflation dans le secteur des biens, dopés par les effets des tarifs douaniers. Autrement dit, avant même la guerre au Moyen-Orient, Trump avait déjà rallumé l'inflation avec ses tarifs. Le pétrole, c'est la cerise sur le gâteau, un gâteau déjà raté. On l'a encore vu sur le PPI la semaine dernière. Le taux de chômage est à 4,4% et les créations d'emplois restent faibles. Le ralentissement reflétant en partie une baisse de la croissance de la population active due à une immigration plus faible et une participation en recul. C'est donc un aveu indirect. La politique migratoire de Trump commence à peser sur l'offre de travail. Moins de travailleurs, moins de croissance potentielle. Powell dit ça avec des pincettes, mais il le dit quand même dans son discours de mercredi. Les mesures à court terme des anticipations d'inflation ont augmenté ces dernières semaines, reflétant aussi la hausse substantielle du prix du pétrole causée par le Moyen-Orient. C'est le signal d'alarme classique. Quand les gens s'attendent à plus d'inflation, ils consomment et ils négocient leur salaire différemment. Et l'inflation devient donc une prophétie autoréalisatrice. Le taux médian projeté reste à 3,4% fin 2026 et 3,1% fin 2027, inchangé par rapport à décembre. Traduction, les baisses de taux tant espérées par les marchés, reportées sine die. La guerre a gelé le cycle d'assouplissement monétaire avant même qu'il ait pu vraiment prendre son élan. Monetary policy is not on a preset course. Copier-coller du communiqué de la BCE, 2 banques centrales, 2 continents, un seul message, on improvise, on attend de voir et on assume, ou on assumera. Si on regarde le tableau qui s'affiche devant vos yeux, on se rend compte que la situation de la BCE est moins enviable que celle de la Fed, même si les deux semblent quand même dans une situation plus que délicate. Vous voyez la différence de taux, 3,5, 3,3 aux États-Unis, 2% en Europe, une croissance à 2,4 pour les Américains, 0,9 pour les Européens, une inflation plus ou moins similaire, on va dire à peu près la même chose, une exposition au choc pétrolier qui est partielle pour les États-Unis et totale pour l'Europe, et une marge de manœuvre qui est limitée pour les Américains et quasi nulle pour les Européens. En conclusion, si on se base sur ce que les banques centrales ont dit cette semaine, la Fed et la BCE sont dans le même avion, mais il y en a une qui voyage en business class et l'autre qui voyage en classe économique avec le bétail. L'Amérique subit le choc, mais son pétrole de schiste lui sert quand même un peu de gilet pare-balles. Et l'Europe, quant à elle, elle est en première ligne, sans armure, sans réserve stratégique suffisante, et avec une économie qui tournait déjà au ralenti avant que l'Iran ou le détroit d'Ormuz ferme le robinet. Powell peut se permettre de wait and see avec une croissance à 2,4% derrière lui. Lagarde fait la même chose avec 0,9%. Et beaucoup moins de filets de sécurité sous les pieds. En gros, ça devient vachement compliqué, et chaque jour qui passe avec ce, excusez-moi du terme, bordel au Moyen-Orient,
ça se compliquera pour l'économie mondiale. Maintenant, revenons un tout petit peu à ce qui nous fait fantasmer sur les marchés depuis des mois, l'intelligence artificielle. Il y a des semaines où Wall Street donne envie de pleurer, pas parce que les nouvelles sont mauvaises, non, parce que les nouvelles sont extraordinaires et que le marché s'en contrefout quand même. Lundi, on a eu Jensen qui a fait son cirque. San José, 30 000 développeurs en délire, Jensen Huang dans son éternel blouson de cuir noir, l'homme a trouvé son uniforme, il ne changera jamais, 2h30 de keynote pour nous promettre le futur de l'humanité. Le futur a un prix, 1000 milliards de dollars de commandes, Blackwell plus Vera Rubin d'ici fin 2027, le double de ce qu'il annonçait au même endroit l'an dernier, et puis AWS s'engage à déployer plus d'1 million de GPU. Microsoft Azure est déjà la première à faire tourner les systèmes Vera Rubin NVL72, Goldman Sachs tape frénétiquement sur son clavier. L'action Nvidia à la clôture, elle est en baisse et en fin de semaine, c'était pire. Revenu à 23,86 milliards contre 8 milliards un an plus tôt, plus 196% sur un an. Guidance pour le trimestre suivant, 33,5 milliards. Le BPA projeté écrase le consensus. La mémoire HBM4 pour les GPU Nvidia est en rupture structurelle. Et ça, c'était Micron. Micron qui est visiblement assis sur une mine d'or. Le cours, après ses résultats stratosphériques mercredi soir, on baisse de 5%. Et c'est moins 11% sur la semaine. Nvidia, c'est moins 8,5% sur la semaine. Le titre termine à 172,70 alors que l'objectif de cours moyen est à 269 et que le plus optimiste pense que ça va à 380. Donc, aujourd'hui, soit on assiste à l'opportunité d'une vie, soit tout le monde se gourre et dans 6 mois, on retourne à la machine à boules IBM. Donc maintenant, on va parler juste du paradoxe de la semaine. On a donc là, par exemple, 2 entreprises qui cartonnent, 2 entreprises qui publient des chiffres qui feraient rougir n'importe quel secteur industriel, et pourtant Nvidia passe sous sa moyenne mobile des 200 jours pour la première fois depuis près d'1 an. C'est un signal baissier classique. Micron cède du terrain, malgré ses records et ses performances. Pourquoi ? Parce que le marché ne regarde plus les résultats, il regarde demain, et demain il voit un baril à 110 $ qui plombe les marges des hyperscalers dont les data centers dévorent des mégatonnes de gigawatts, des investisseurs qui doutent un petit peu de la soutenabilité des dépenses dans l'intelligence artificielle, surtout quand Microsoft et Google s'endettent massivement pour financer leurs infrastructures, et puis on a bien sûr une guerre au Moyen-Orient qui ralentit l'économie mondiale, ce qui signifie moins de demande pour les services cloud à court terme. Le secteur AI n'est pas en crise, les fondamentaux sont clairement solides, comme une puce HBM4 sous vide, mais nous sommes entrés dans la phase du prouve-le. Le marché a financé des années de promesses et de graphiques exponentiels, maintenant il commence à réclamer des retours sur investissement, des retours concrets. Jensen Huang, il peut promettre 1000 milliards et 40 millions de fois plus de puissance de calcul. Quand le détroit d'Ormuz est fermé et que Powell laisse ses taux à 3/4, les investisseurs rangent leur enthousiasme et ils sortent le parapluie. L'IA, c'est l'avenir, mais l'avenir en ce moment, clairement, il peut attendre. Un petit moment en tous les cas. C'est ça le marché en ce moment, un marché otage d'un détroit large de 34 km dirigé par 2 hommes qui préfèrent le mot oblitéré au mot négocié et surveillé par des banques centrales qui font leur meilleur numéro de chien de faïence. Les fondamentaux sont bons, l'IA cartonne, Micron explose, Nvidia promet la lune et personne, mais alors personne n'en a rien à foutre. En tout cas, n'en a rien eu à foutre cette semaine. Parce qu'au fond, tout le monde attend la même chose. Le tweet, le post à déclaration, le cessez-le-feu ou son contraire qui va faire bouger le marché de plus ou moins 5% dans un sens ou dans l'autre avant même que vous ayez fini votre café du matin. Oui, c'est ça, investir au printemps 2026. Bienvenue donc dans la saison la plus volatile de Mémoire de Poisson Rouge où la seule certitude, c'est qu'on n'en a aucune de certitude. Donc profitez du soleil printanier parce que ça va pas durer et puis gardez un œil sur le détroit d'Ormuz parce que lui, il prend pas de vacances. Les performances de la semaine, alors vous voyez, il n'y a pas de quoi s'exciter, hein. Moins 15% sur l'argent, moins 10% sur l'or. Ah oui, les métaux précieux se sont fait défoncer en fin de semaine, c'est plus vraiment la valeur refuge pour le moment. Le DAX perd 4,5%, le SMI presque 4%, la Chine moins 3,4%, il n'y a plus rien qui résiste, hein, vous l'avez vu, le CAC moins 3%, le Dow Jones moins 2, le Nasdaq moins 2, le S&P moins 1,90%. Le Nikkei rebaisse un peu, mais il reste relativement solide pour le moment. Les semi-conducteurs tiennent le coup quand même. Vous voyez qu'ils sont quand même en hausse sur la semaine. Ça, c'est un exploit qu'on peut signaler. Mais ils ont cassé la moyenne mobile des 50 jours. On le verra tout à l'heure. Et puis, le pétrole est en hausse de 1,53% à l'instant, je vous parle. Mais comme ça peut bouger de 10% en l'espace de 3 minutes, ça ne veut pas dire grand-chose pour le moment. Du côté du SMI, alors là, vous voyez que c'est du rouge partout, ou presque. Hein. On a Holcim qui termine en hausse. Swiss Life qui reprend 0,5%. Zurich Assurance qui prend 0,4%. Et le reste, c'est tout dans le rouge.
Nestlé, moins 6%, Novartis, moins 4,5%. Il y a encore Roche qui perd 6%, mais qui apparaît pour mystère inconnu, pas sur ce graphique aujourd'hui. Bref, c'est un bain de sang sur la semaine sur la Suisse. Et comme d'habitude sur la Suisse, quand le marché baisse, c'est les plus grosses caps qui prennent dans la figure, même si les nouvelles sont relativement bonnes. Passons maintenant au graphique de la semaine. Donc on attaque directement avec le SMI. Alors vous voyez le SMI, si vous croyez à de l'analyse technique, si vous croyez aux tendances de fond, franchement là à 12 250, 12 300, je sais pas ce qu'il faut faire pour venir acheter, mais clairement on est sur un niveau d'achat sur le SMI aujourd'hui. Vous voyez là où on est en train de se poser. Franchement, si on n'essaie pas de racheter un petit peu à ce niveau-là, juste un tracker sur le SMI, rien de plus que ça. Je vois pas ce qu'on peut pas. Si on n'essaie pas un truc ici maintenant, je ne vois pas à quel moment on va pouvoir rentrer, parce qu'après on va forcément aller casser ce support-là et rentrer dans ce qu'on va tous appeler un falling knife. Et on peut largement aller rechercher les niveaux du Liberation Day de 2025. Enfin, pour l'instant, on n'en est pas là, mais là, sur cette tendance de fond dans laquelle on est depuis quasiment 2024, franchement, même s'il y a des exagérations, je pense qu'entre les 12 000 et 12 500, on est sur un niveau d'entrée, en tout cas d'essayer d'entrer sur l'indice helvétique. Ça se complique un peu plus sur le S&P 500. Alors, on a cassé, donc première chose et la plus importante, c'est que la moyenne mobile des 200 jours, cette ligne bleue qui passait par là, a été littéralement oblitérée. Aujourd'hui, la moyenne mobile passe par les 6637 sur le S&P 500. On termine la semaine à 5536. Donc, c'est un niveau qu'on doit vite récupérer. La bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est qu'on est venu s'arrêter pile poil sur ces niveaux d'exagération, septembre, novembre, et de nouveau ici, on revient sur les 6580 qui ont l'air d'être quelque chose de relativement solide. On va surveiller ce point la semaine prochaine. Je pense que le S&P 500 doit absolument terminer en hausse. Sinon, on va continuer à avoir une accélération qui peut être très très moche. Et vous voyez, il n'y a plus grand-chose ici pour venir nous ralentir sur le S&P 500. Là aussi, on va rentrer dans la phase never catch a falling knife si on ne rebondit pas rapidement. La problématique, c'est que le seul moyen de rebondir rapidement sur le S&P 500, c'est la fin de la guerre. Le Nasdaq, pareil, là vous voyez que le Nasdaq lui aussi, il se balade sur des niveaux qui sont extrêmement délicats. Moyenne mobile cassée également ici. Et puis on revient sur nos supports qu'on avait là, sur les niveaux qui sont... là on va pouvoir pinailler, mais on va pouvoir jouer avec ce support-là en disant que les extrêmes sont par là. Donc on s'est posé sur les extrêmes. Et aujourd'hui, les extrêmes correspondent à plus ou moins la clôture de vendredi soir. Allez, on va dire que les 24 000 sur le Nasdaq 100, c'est le niveau que ce serait bien qu'on ne vienne pas casser durablement la semaine prochaine. Et après 4 semaines de baisse consécutive sur ces indices, ce serait sympa de voir un petit peu de vert sur les tableaux en fin de semaine. Le sauveur pour l'instant, le SOX qui tient bien le coup. On a vu que malgré tout, ça allait très très bien dans les semi-conducteurs. On l'a vu avec Micron. Là aussi, on est en train de tester les niveaux de support qu'on a dans cette zone-là, on va dire autour des 7500 sur le SOX Index pour l'instant. Là aussi, il ne faudrait pas qu'on vienne les casser parce que sinon, on va aller rechercher directement la moyenne mobile. Et là, on parle quasiment de 1000 points plus bas sur le SOX. Alors attention, même si pour l'instant, tout ce qui vient des semi-conducteurs est plutôt encourageant. On vient d'en parler, par exemple, avec les déclarations de Micron ou de Nvidia, même si le marché ne le salue pas comme tel. Je vous montre d'ailleurs le graphique de Nvidia. Vous voyez, sur la semaine, moins 8,5%. Mais on vient se poser, sur le support des 172, 170 on va dire pour être gentil, et on casse la moyenne mobile des 200 jours, chose qui avait plus été faite depuis longtemps, et la moyenne mobile passe par 178,44, c'est un niveau qu'il faut se fixer. Si la semaine prochaine on termine en dessus de ce niveau-là, c'est plutôt encourageant, sinon ça va devenir clairement angoissant chez Nvidia. Le CAC 40, les 8000 n'ont pas tenu, on va rechercher les premiers supports ici qu'on avait à l'époque, 7650, le prochain stop c'est 7511, et puis après, c'est adieu vos vaches cochons, donc même l'annonce de la France Libre, qui est le nouveau porte-avions qui vient d'arriver, eh bien, enfin, qui n'est pas encore arrivé, mais qui sera nommé comme ça, eh bien, ça n'a pas suffi pour faire inverser la tendance des marchés. On a fini au fond du bac sur la France. Alors attention, on doit tenir les 7650, et puis après, ce sera encore 150 points plus bas sur le marché français. Le DAX, pareil, tout cassé. Vous voyez, on avait un énorme support dans la zone des 23 000, c'est effacé, 23 380, et là, alors là, pour l'instant, là aussi, ça dépendra bien évidemment de ce qui va se passer en Iran, mais là, on a de la place pour aller chercher déjà un gap ici, en direction des 21 500 sur le gap. Après, on a cette moyenne, cette tendance de fond très long terme qui passe par ici, qu'on peut prier, on peut toujours prier pour essayer d'aller chercher
mais on va tenir les 21 500 ici, il faudra les tenir en tous les cas, sinon là aussi ça risque d'être très très moche sur le DAX qui vient de finir une semaine absolument abominable. Le pétrole s'est fait démonter, ça devait finir par se produire à un moment ou à un autre. Alors il y a eu une énorme correction, on a cassé la moyenne mobile des 50 jours au milieu de semaine, et puis après c'était adieu vos vaches cochons, moins 10%, on l'a vu. Difficile de trouver des supports, la tendance de fond est impactée clairement, cette accélération récente qui date du mois de septembre, et bien là on a, vous voyez, cet angle d'attaque qu'on avait là, il est remis en question avec la cassure de vendredi soir. Si on veut continuer dans cette excitation, il va falloir revenir rapidement, sinon on risque de pinailler un petit peu plus, peut-être même aller chercher les 4000 sur l'or, histoire de faire peur à tout le monde. Mais alors, dans une période aussi complexe aujourd'hui, où on aurait pu s'attendre à avoir une certaine besoin de valeur refuge, et bien ça ne s'est pas produit et l'or s'est fait massacrer. Le pétrole, alors ça, il y a deux charts qu'il faudra que je vous montre. Vous voyez, là déjà le pétrole, c'est le pétrole en base daily. Alors vous voyez que c'est quand même assez spectaculaire. Là on est à 98,23 sur le WTI. Franchement ça a l'air vachement solide. Et quand on écoute les analyses fondamentaux, je l'ai dit tout à l'heure, Citi prévoit un 120, 150, les Saoudiens sont inquiets, si ça continue comme ça peut monter rapidement à 180. Pour l'instant, il faudra être très courageux pour aller short pétrole dans l'immédiat, mais voilà, c'est très volatile et tout peut arriver en l'espace de quelques secondes sur le prix du baril. Regardez maintenant ce chart-là. Alors c'est un chart figé, on va dire, bien sûr, mais vous voyez ici, c'est en 5 minutes par 5 minutes. Donc vous voyez quand même que depuis, en bas c'est les dates, vous avez les dates du 13 mars, 15 mars, 17 mars. Vous voyez les mouvements quand même, parce que autour du 14 mars, on fait un plus bas à 92,5, le lendemain, le 15, on a à 102, et je fais encore abstraction de ce qui s'est passé le 8 ou le 9 mars. On redescend à l'espace de 2 jours, on redescend de nouveau à 92, puis on remonte à 98, on redescend à 92, on remonte à quasiment 100, on stagne un peu autour du 98, et puis on fait une accélération à 100, et on redescend à 92. Et là, on est en train de repartir à la hausse. Et en fonction de ce qui va se passer ce week-end, on peut imaginer qu'on sera de nouveau à 102 $ lundi matin. Donc aujourd'hui, vous le voyez, eh bien, le pétrole, c'est ce qui nous dirige. Et tout ça, tous ces mouvements qu'on a intraday, c'est tout simplement à cause des tweets de Trump, plus ou moins, ou des quelques annonces concrètes et fondamentales, entre guillemets, qu'on a eu sur le baril ces derniers jours. On passe maintenant aux vedettes de la semaine. Alors cette semaine, même si on parlait beaucoup du pétrole, Novartis a sorti le chéquier, et pas pour acheter du paracétamol. Ils ont sorti 3 milliards de $. C'est ce que la firme baloise est prête à lâcher pour mettre la main sur le SNV 4818. C'est une molécule expérimentale contre le cancer du sein qui est développée par la biotech américaine Sinovation Therapeutics. 2 milliards cash tout de suite et 1 milliard supplémentaire si les objectifs cliniques sont atteints. Parce qu'en pharma, comme en finance, on met jamais tous ses œufs dans le même panier. Alors c'est quoi ce SNV 4818 exactement ? En version qu'on va essayer de vulgariser, c'est une pilule qui cible très précisément une enzyme mutante, la PI3K alpha, qui est responsable de la croissance des cellules cancéreuses dans certains cancers du sein. L'idée géniale, c'est qu'elle s'attaque aux cellules malades sans massacrer les cellules saines, ce qui, dans le monde du traitement du cancer, dans l'oncologie, c'est un peu le Saint Graal. Le truc, c'est qu'on est encore en phase 1, 2 des essais cliniques, autrement dit, on est loin de la pharmacie du coin, et Novartis parie donc 3 milliards sur une molécule qui n'a pas encore prouvé grand-chose à grande échelle. C'est le jeu en oncologie, soit vous achetez tôt et vous gagnez gros, soit vous avez financé une belle expérience de laboratoire. Et le marché dans tout ça, eh bien, l'action Novartis est en légère hausse en fin de semaine à Zurich, mais très légère, et on baisse sur la semaine, parce qu'en ce moment, même racheter de l'espoir de guérir le cancer ne fait pas monter un titre de plus de 1%. Le détroit d'Ormuz a décidément tué l'enthousiasme de tout le monde pour le moment. Vous voyez le graphique de Novartis, c'est une aberration totale, ce qui est en train de se passer. Là, on vient à des niveaux d'achat juste fantastiques. Je pense que là, à ce niveau-là, à 114, faut racheter. Si on va plus bas, parce qu'on exagère de nouveau à 103, il faudra racheter aussi. Là, on est en train de faire n'importe quoi sur ce type de valeur défensive, mais c'est le marché qui veut ça. Donc voilà, attention, opportunité d'achat sur Novartis. Il faudra trouver les bons niveaux, bien sûr. Pour ceux qui maîtrisent le sujet, pensez aux ventes de poudre, ça fait toujours des prix d'entrée assez intéressants. Mais voilà, Novartis se fait démonter, alors que pour l'instant, les nouvelles sont plutôt encourageantes sur l'action baloise. Nestlé était sous pression toute la semaine parce que quand le SMI se fait démonter, il faut bien que les grosses capitalisations cotisent. C'est le cas pour Roche, c'est le cas pour Novartis. Et même le fait que Dua Lipa soit devenue la nouvelle ambassadrice de Nespresso, eh bien, rien n'aura changé.
Vous le voyez, aucune raison fondamentale, mais Nestlé se fait démonter. Alors on dira que c'est le pétrole, le ralentissement de la consommation, tout ce que vous voulez, peu importe. Mais en tous les cas, techniquement, on a tout recassé de nouveau à la baisse. Du même coup, la moyenne mobile des 50 jours, la moyenne mobile des 200 jours. Et là, on se dirige de nouveau probablement en direction des plus bas sur Nestlé, sauf inversement de tendance. Par miracle, la semaine prochaine, mais pour l'instant, il faudra être patient. On pensait être sorti du bois. Eh ben non, c'est pas encore pour cette fois. Retour à la cave pour Nestlé pour l'instant, d'un point de vue technique en tous les cas. Fondamentalement, il n'y a rien qui justifiait une panique pareille de nouveau, mais je vous l'ai dit, quand on a besoin de faire baisser le SMI, on tape sur les grands noms. Chez Alcon, c'est la soupe à la grimace. La FTC américaine annonce avoir bloqué le projet de fusion entre les fabricants d'appareils de chirurgie de la cataracte, Lensar et Alcon. Du coup, tout est à refaire et les prévisions finales sont toutes remises en question. Voilà, ça, plus l'annonce, plus le marché, plus le pétrole, Alcon a tout pété. Là aussi, on était bien reparti. Et bien qu'on vient de se faire quand même depuis le 26 février, on était à 68. On a perdu 10 balles et on revient au plus bas. J'ai envie de dire que dans un monde réel, ce sera un bon niveau pour essayer de se repositionner sur Alcon pour ceux qui n'en ont pas pour l'instant. Pendant que le reste de la planète regarde le détroit d'Ormuz brûlé, Roche, tranquillement installé dans son QG de balle, a eu une semaine chargée et pas pour rien. Le premier dossier, c'était l'IA. Le 16 mars, Roche a annoncé le déploiement d'une méga infrastructure propulsée par 2176 GPU Nvidia Blackwell, ce qui ont fait la plus grande AI Factory annoncée de toute l'industrie pharmaceutique avec un total de plus de 3500 GPU. Traduction, Roche utilise les mêmes puces que celles qui font grimper Nvidia en bourse pour accélérer la découverte de médicaments et les essais cliniques. Deuxième dossier, l'obésité. Roche veut sa part du gâteau GLP-1. Le marché à 100 milliards que Novo Nordisk et Eli Lilly se disputent. Début mars, Roche a annoncé des résultats positifs de phase 2 pour le Petrelintide, son candidat anti-obésité jusqu'à 10,7% de perte de poids en 42 semaines. C'est moins spectaculaire que les 15-20% d'Ozempic, mais les Suisses jouent la carte de la tolérance et la combinaison avec d'autres molécules. L'histoire ne fait que commencer, mais il ne faudra pas les oublier. Troisième dossier, la sclérose en plaques. Le phénébrutinib, leur inhibiteur BTK expérimental, pourrait devenir le premier médicament de sa classe approuvé à la fois dans la sclérose en plaques primaire progressive et récurrente. Une pilule quotidienne qui rivalise avec leur propre perfusion de Crévus et qui pourrait cannibaliser leur blockbuster existant. C'est donc le luxe d'être assez grand pour se faire concurrence à soi-même. Roche joue donc sur 3 tableaux, simultanément l'IA comme le moteur de R&D, l'obésité comme nouveau relais de croissance et la neurologie comme forteresse défensive. Le titre était en baisse de 6% sur la semaine. Oui, parce que en ce moment, même soigner des maladies et construire des médicaments avec de l'IA ne suffit plus à convaincre un marché qui ne pense qu'à une chose, et oui, vous l'aurez compris, le baril. Voilà, ça se passe de commentaires. Quand j'entends ce que j'entends sur Roche en termes de qualité des résultats, je me dis que passer de 374 à 300 en l'espace de 3 semaines, c'est un petit peu exagéré. En plus, là-dedans, il y a un détachement de dividendes. Enfin bref, là, on revient à des niveaux qui sont juste complètement débiles, parce que tout ce qu'on a fait ici ont été complètement impactés par ce qui se passe là maintenant, c'est-à-dire la guerre en Iran. Et je pense que là aussi, on est dans une phase d'exagération totale. Il faudrait être patient, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas facile de venir se repositionner. Mais clairement, il y a des exagérations. Et quand je vois ce que je viens de vous dire sur ce qui s'est passé cette semaine sur Roche, c'est complètement débile. Nous voici donc à l'heure du en vrac. Oui, je sais, c'était très long aujourd'hui, je suis désolé, mais il y a des choses à dire. Teccan d'abord, pile ou face. Commençons par le côté pile, et il fait mal. Teccan a essuyé une perte nette de 110 millions de francs en 2025, contre un bénéfice de 68 millions l'année d'avant. La raison, un correctif de valeur massif, 140 millions de francs sur les activités rachetées en 2021. En clair, ils ont surpayé une acquisition il y a 4 ans, et cette semaine, ils ont présenté la facture aux actionnaires. Maintenant, le côté face, et c'est là que c'est un petit peu plus sympa, Teccan vient de signer un partenariat stratégique avec Nvidia pour développer des plateformes d'intelligence artificielle dans les laboratoires. Le genre d'annonce qui fait briller les yeux des investisseurs tech. Enfin, qui faisait beaucoup plus briller les yeux. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais quand même, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, Teccan est une entreprise avec un bilan 2025 catastrophique et un futur potentiellement un petit peu plus sexy. Reste à choisir votre camp, soit vous paniquez à cause du passé, ou vous vous embarquez là-dedans à cause du futur. À vous de voir. Idorsia, départ surprise au sommet. La directrice générale Srishti Gupta a quitté le navire de façon inattendue. C'est le président Jean-Paul Clausel qui reprend l'intérim. Le marché n'a pas aimé, le titre a dégringolé. Quand le capitaine quitte le bateau sans prévenir, les passagers s'inquiètent, c'est assez normal. Medartis
Une bonne nouvelle qui fait du bien, le spécialiste balois des instruments chirurgicaux a encore progressé, revenu en hausse de près de 25% sur l'année, le titre clôture en hausse de 1,2%, pas spectaculaire, mais dans un marché comme celui de cette semaine, c'est presque de la résistance héroïque. Swatch, Nikkei y croit, le marché beaucoup moins. Le patron de Swatch s'est déclaré confiant pour 2026, avec des ventes qui s'accélèrent en début d'année. Mais dans un monde où le baril fait la loi et où la guerre en Iran plombe tout sentiment de consommation de luxe, les montres suisses, c'est pas vraiment la priorité numéro 1. Le titre termine en nette baisse. Désolé pour ton optimisme, cher Nick. Titlis Berggaben, la montagne a donc tremblé. Un accident de télécabine au domaine skiable d'Engelberg a fait un mort. Le titre reculait à cause de ça. Certaines nouvelles n'ont pas besoin d'analyse financière pour être bien comprises. Stadler Rail, le train qui arrive à l'heure, voire en avance. Bénéfice net doublé à 100 millions de francs. Et ce, malgré les inondations de Valence et des retards de commandes en Allemagne. Pour 2026, Stadler voit à grand, forte croissance annoncée, recrutement massif en vue. Dans un marché déprimé, c'est le wagon de queue qui tire tout le train vers le haut. Doc Morris, le pharmacien en ligne qui cherche encore son ordonnance. Les pertes se creusent, mais la direction promet un rebond en 2026. Des promesses. En attendant, le site allemand de Ludwigshafen ferme ses portes d'ici fin juin, un de moins. On espère que ça fait partie du plan. Implenia des contrats, mais pas la fête. Le géant de la construction décroche 310 millions de francs de nouveaux contrats en Suisse et en Allemagne. Bonne nouvelle pour le carnet de commandes, mauvaise nouvelle pour le titre qui termine quand même dans le rouge. Parce que cette semaine, même les bonnes nouvelles n'ont pas suffi. Et puis Mobile Zone, le distributeur qui voit l'avenir en rose. Objectif de rentabilité 2028, il pense l'atteindre dès 2027. Et pour les actionnaires, un dividende plus généreux en perspective. Et dans cette semaine morose, Mobile Zone joue les optimistes. Et pour une fois, personne ne leur en veut. CAM Swiss Properties, l'immobilier suisse et ses miroirs déformants. Premier exercice complet, performance 2P par des revalorisations immobilières. Autrement dit, la valeur des biens a été réévaluée à la hausse sur le papier, sans qu'un seul appartement supplémentaire ait été construit ou vendu. Et c'est la magie de la comptabilité immobilière. Les chiffres brillent. La réalité, elle, pour l'instant, elle peut attendre. Voilà, soyons honnêtes, la semaine prochaine sera encore otage du détroit d'Ormuz. Chaque tweet de Trump, chaque missile iranien pèsera infiniment plus lourd que n'importe quel chiffre macro. Ceci dit, le calendrier n'est pas vide et certaines publications vont venir confirmer ou aggraver l'inconfort ambiant. Lundi, il y aura les dépenses de construction américaines au mois de janvier. C'est pas un chiffre spectaculaire, mais dans un contexte de taux à 3,75 qui ne bouge pas, ça donnera une lecture utile sur la santé du secteur immobilier. Mardi, ce sera les résultats de GameStop et KB Home, le premier baromètre du sentiment de retail, le second constructeur résidentiel, un thermomètre direct de l'immobilier américain sous pression. Mercredi, il y aura les commandes de biens durables et de février. C'est le chiffre important de la mi-semaine. Avions, machines, équipements industriels, c'est le thermomètre de l'investissement des entreprises. Dans un contexte de guerre et d'incertitude maximale, on s'attend à de la prudence. Résultat aussi pour Cintas, Paychex et Chewy. Vendredi, ce sera le grand rendez-vous. Le PIB américain du Q4 2025, troisième et dernière estimation. La révision précédente n'affichait que 0,7% de croissance annualisée, reflétant donc un affaiblissement de la consommation. Cette version finale pourrait être encore revue à la baisse, pour les raisons qu'on imagine bien. Dans un marché qui est obsédé par la récession, ce chiffre va faire probablement un petit peu de bruit. Le même jour, il y aura aussi le sentiment du consommateur de l'Université du Michigan, version finale de mars. Le consommateur américain commence-t-il vraiment à flipper face à l'inflation? La réponse vendredi, même si je tiens à le préciser, ces chiffres sont généralement du pipeau. Il y aura aussi un dossier de fond, les taux et le PCE. Et les marchés qui espéraient des baisses de taux cette année désenchanteront probablement encore cette semaine. JP Morgan a déjà révisé son scénario à 0 baisse de taux pour 2026, contre 3 baisses anticipées début janvier. Toute déclaration de n'importe quel membre de la Fed sur l'inflation ou le PCE cette semaine fera bouger les marchés. En gros, voilà, c'est tout pour cette semaine, mais la semaine prochaine promet d'être intéressante. Le printemps est arrivé, les marchés, eux, n'ont pas vraiment l'air de s'en réjouir pour l'instant, mais c'est ça qui est beau dans ce métier, même quand tout part dans tous les sens, même quand Trump oblitère et que le Brent fait des montagnes russes, il y a toujours quelque chose à comprendre ou quelque chose à apprendre, et surtout quelque chose à surveiller. Alors voilà ce que je vous demande pour la semaine prochaine. Gardez un œil sur le PIB américain vendredi, regardez ce que dit le consommateur du Michigan, et surtout gardez un œil
sur le détroit d'Ormuz, parce que c'est quand même de là que viendra la prochaine vraie surprise de marché dans un sens ou dans l'autre. Si cette vidéo vous a été utile, likez, partagez, commentez et abonnez-vous à la chaîne Swissquote en français et activez la cloche, pas pour moi, hein, mais pour vous, hein, pour que la semaine prochaine, vous soyez encore mieux armés que cette semaine. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, retrouvez-moi bien sûr dès lundi matin dans le Morning Bull Live, parce que dans un marché comme celui-là, être bien informé, c'est déjà avoir une petite longueur d'avance. Et puis si, en plus, on peut vous faire sourire un tout petit peu, bah ça sera déjà pas mal. Prenez soin de vous, et puis bon week-end. Et à lundi. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.